Merci de vous joindre à nous pour la 5e édition des Mad Talks. Alors, dans les Mad Talks précédents, on a eu la chance de faire le tour du monde avec des invités chinois, américains, européens, etc. Et on avait aussi à l'époque commencé un peu le tour des catégories de produits, puisqu'on avait des invités spécialistes des montres et joailleries ou de la beauté. Voilà. Et tous ces interviews, en fait, ils ont nourri l'étude qu'on dévoile progressivement toutes les 2 semaines, le Luxury Convalescence Fast Forward, dont la prochaine partie apparaître la semaine prochaine sera entre autres consacrée à la mode. Il y a d'autres sujets qui seront abordés, mais je suis certaine que notre invité du jour va avoir un éclairage particulièrement intéressant sur le sujet et qui, de toute façon, va nous permettre de poursuivre notre tour du monde, puisqu'aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir un des très grands monsieur du retail du luxe, puisqu'il s'agit de Patrick Chaloub, PDG du groupe éponyme, principal partenaire du luxe au Moyen-Orient depuis 1955. Donc Patrick, vous dirigez votre groupe familial depuis 1979. Vous en direz un tout petit peu plus, mais vraiment, si j'avais le droit à 3 chiffres, aujourd'hui, vous avez plus de 600 boutiques, 14 pays dans la région, 12 000 collaborateurs. Donc, je crois que les gens sont venus pour vous écouter. Je vais me taire immédiatement. On va vous écouter et nous donner votre point de vue, votre regard sur l'activité et sur la reprise, bien évidemment. Merci mille fois, Patrick. La salle est à vous. Merci Delphine, merci de me donner l'occasion de m'exprimer. Je vais essayer d'être bref. Au départ, je ne pensais pas utiliser des slides, mais finalement, j'ai préféré avoir quelques slides que je présenterai. Donc, je vais commencer à présenter très rapidement notre groupe, la région du Moyen-Orient, un peu ce qu'est le luxe au Moyen-Orient et par la suite, je passerai un peu à cette période de Covid et en espérant laisser assez de temps pour répondre à vos questions et les questions nombreuses. Donc, en tant que groupe, notre vision est très claire, c'est d'être le partenaire du luxe au Moyen-Orient. Notre mission a évolué avec le temps. On était ambassadeur du luxe, on se considère comme ambassadeur du luxe au Moyen-Orient. Par la suite, on a évolué à devenir beaucoup plus des détaillants. Donc, on est devenu plutôt ce qu'on peut appeler un détaillant et un distributeur traditionnel du luxe au Moyen-Orient, même si on en est les leaders aujourd'hui avec 30 à 40% de part de marché en beauté et en mode. Et puis, notre ambition, c'est de devenir ce détaillant hybride qui amène le luxe à nos clients un peu partout dans le monde où ils peuvent être, mais particulièrement dans notre business core qui est le Moyen-Orient. On a 3 valeurs fortes qui sont le respect, l'excellence et l'entrepreneuriat. On a un groupe qui a été démarré par mes parents en 1955, qui a connu des succès, qui a connu aussi des crises et qui a dû bouger de pays en pays pour se retrouver depuis maintenant 30 ans à Dubaï comme siège. Et puis, si je dois donner quelques chiffres, on a été établi en 1955. On a 12 000 membres de l'équipe, 750 retail store, mais aussi une vingtaine de sites e-commerce qu'on gère, 200 000 mètres carrés d'espace retail, quelques concepts qui sont à nous et qui sont très différents. Et puis, sinon, également en distribution, 76 000 d'entrepôts de distribution. Donc voilà pour le groupe Chaloub. Si je passe au Moyen-Orient, encore très brièvement, et je pense que vous connaissez tous, mais juste pour remettre quelques chiffres. Donc le Moyen-Orient, c'est un ensemble de 14 pays tels qu'on le considère, qui est autour du Golfe, qui est en bleu foncé, avec au total 334 millions d'habitants, mais là j'inclus également l'Iran et l'Égypte dans les chiffres de 334 millions d'habitants. Mais ce qui est important, c'est le GCC, les pays du Golfe, qui ne font que 60 millions d'habitants, eux représentent le powerhouse du Moyen-Orient. Donc, pour donner d'autres chiffres, le PNB global des pays du Moyen-Orient est de 2 trillions de dollars, mais 68% sont générés par les pays du Golfe qui ne font que 16% de la population. Donc, très forte concentration sur les 60 millions d'habitants qui sont dans les pays du Golfe. Si je reprends le GDP, donc le PNB par habitant, on voit que c'est des PNB qui sont assez élevés. En France, le PNB est de l'ordre de 48 000 dollars par habitant
et les pays du Golfe sont entre 48 000 et 138 000 dollars par habitant. Probablement, ça baissera en 2020 avec la chute du prix du pétrole et à cause en partie du Covid. Euh, donc PNB qui reste fort. Et puis un point sur l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite, dans les pays du Golfe, est quand même le powerhouse. C'est 35 millions d'habitants sur les 60 millions des pays du Golfe et qui sont, contrairement aux autres pays, surtout des locaux. C'est une perspective dans les 10 ans qui viennent, 15 ans qui viennent, avec un très fort ordre de natalité, de voir une population qui avoisinera celle de la France, donc qui sera proche de 60 millions, entre 50 et 60 millions d'habitants. Et puis, une particularité de tous les pays du Golfe, c'est qu'il y a beaucoup d'expatriés dans beaucoup de pays du Golfe. Aux Émirats, où on a notre siège et où j'habite, les locaux ne représentent que 11% d'une population de 10 millions. L'Arabie saoudite a par contre 62% de Saoudiens et uniquement 38% d'expatriés. Mais tout ça pour dire que la moitié des 58 millions sont des expatriés qui viennent ici pour travailler, qui passent quelques années. Moi, ça fait plus de 40 ans que je suis entre le Koweït et les Émirats. Il y en a qui passent longtemps, il y en a qui ne passent que quelques années. Un mot sur le luxe, et bien entendu sur le luxe au Moyen-Orient. Le marché du luxe au Moyen-Orient, parce que nous sommes pleinement dans le luxe, surtout dans la mode et la beauté dans le luxe. Le marché du Moyen-Orient est un marché qui est de l'ordre de 8 milliards de dollars par rapport à un marché mondial en 2019 qui était estimé à 312 milliards de dollars. Donc, ces dernières années, c'est un marché qui est resté très stagnant depuis 2016 à 2019, alors que jusqu'à 2015, on avait des croissances très importantes. Mais tout ça pour dire que ça ne représente que 3% du marché mondial du luxe sur le Moyen-Orient. Et puis, bien entendu, encore une fois, l'Arabie saoudite est le marché clé et celui qui se développe et continuera à se développer le plus. Si je fais un deep dive un peu sur les catégories, donc au point de vue des catégories, c'est un peu différent de ce qui se passe dans le monde, puisque une catégorie comme les accessoires et les sacs, c'est 41% du marché de la mode au Moyen-Orient, alors que mondialement, c'est plutôt proche de 30%. Le prêt-à-porter féminin, et probablement parce que les us et coutumes de la façon de s'habiller sont différents, ne sont qu'à 11%, alors que mondialement, et je n'ai plus tout à fait les chiffres en tête, mais c'est au-dessus de 20%. Le prêt-à-porter pour hommes est aussi important que le prêt-à-porter pour femmes, pour dire, alors que mondialement, c'est à peu près la moitié, ou un peu plus que la moitié du marché. La chaussure, et on a ce très beau magasin de chaussures, représente 14% du marché de la mode, alors que mondialement, c'est à 7-8%, si je me rappelle. Donc ça, c'est un peu pour donner un peu les catégories. Un autre chiffre sur lequel je peux parler, c'est celui de la beauté. Donc la beauté est quand même une part très importante dans les luxes. C'est 3 milliards de dollars sur les 8 milliards. C'est à peu près 30% de l'activité, un peu plus que 30%, alors que mondialement, la beauté dans le marché du luxe est plutôt de l'ordre de 20 à 23%. Et puis, dans les circuits de distribution, on voit la très grande montée, un peu comme partout dans le monde, de l'e-commerce, qui aujourd'hui représente, avant Covid et l'effet Covid, 11-12% du marché avec une progression de 12%. Et puis, il y a un marché qui est structuré, un marché qui n'est pas structuré. Le marché structuré avec des magasins très qualitatifs a beaucoup augmenté les dernières années. En 2019, il a été stagnant, mais le marché qui n'étaient pas structurés, qui sont des grossistes, qui sont des magasins de souk, etc., a beaucoup perdu de sa gloire d'avant. Et puis un duty-free shop, dont celui de Dubaï, qui est un des duty-free shops les plus importants du monde, qui est très important au point de vue, puisque c'est le tiers de l'activité beauté qui se trouve dans les duty-free shops, la moitié est à Dubaï même. Et puis, si on prend la beauté par catégorie, donc on a un marché où les parfums restent très importants, c'est 50%, alors que mondialement, c'est à peu près un tiers et peut-être un peu moins. Le maquillage, qui a beaucoup évolué ces dernières années, est à 38%, un peu égal à la proportion mondiale, mais surtout le soin
est très faible et il n'est qu'à 10% du marché sur les produits du soin en évolution et on verra l'effet Covid a fait que le soin a beaucoup augmenté et s'est développé. Puis un dernier élément sur le marché du Moyen-Orient, c'est sur la densité des espaces commerciaux que nous pouvons retrouver. Donc, nous avons énormément d'espaces commerciaux et énormément qui sont en fonction. Les espaces commerciaux au Moyen-Orient, c'est autour de shopping malls et on voit l'importance de Dubaï au point de vue du shopping mall. Et quand on regarde par mètre carré sur 1000 habitants, l'espace qu'il peut y avoir, 672 mètres carrés par habitant, ce qui est assez colossal par rapport à la France, c'est 353 mètres carrés par 1000 habitants. Ce n'est pas aussi développé que les États-Unis, mais c'est quand même très développé. Et si vous voyez sur la droite, il y a énormément de projets qui étaient en cours, puisqu'il y aurait un doublement de cet espace dans les années qui viennent. Et puis, juste pour vous faire rêver, mais certains d'entre vous connaissent, c'est un peu certains de ces malls qui sont assez extraordinaires, assez exceptionnels, avec surtout Dubai Mall, qui recevait un trafic de 85 millions d'habitants par an. Si je vais un peu plus loin et je vais parler un peu de l'impact sur du Covid sur le marché du Moyen-Orient, et non, c'est sur le marché mondial et puis sur le marché du Moyen-Orient. Ça, c'est une étude que Ben publie, que certains d'entre vous certainement ont lu, où ils estiment que l'impact de ce virus aura sur les ventes du luxe est estimé entre 25 et 35%, et c'est un peu la même estimation que nous avons sur le Moyen-Orient, rien que sur l'année 2020, et qu'il y a plusieurs scénarios de reprise, mais le plus probable, c'est qu'on retrouvera les niveaux de 2019 qu'en 2022, ou peut-être début 2023, et que après ça continuera à augmenter. On touchera probablement 350 milliards en 2025, mais nous avons cette décroissance qui s'est passée et qui se passe et sur lesquelles nous avons certainement des conséquences. Également, si je prends qu'est-ce qui a été affecté ou pas, toutes les ventes en ligne ont été dynamisées. Rien que pour prendre notre exemple, nos ventes en ligne qui représentaient 3% de notre chiffre d'affaires ont été multipliées par 6. Mais comme on était en lockdown, on est monté de 3 à 20, mais le reste était à 0. Le off-price qui, au départ, donc tout ce qui est solde ou soldé a baissé, malgré qu'au départ, on pensait qu'il augmenterait probablement parce qu'il y a moins de volume de consommation. Les monomarques également ont baissé. Le travel retail est bien entendu ce qui est le plus affecté et les department stores également ont été très impactés. Et si je me résume un peu sur le Moyen-Orient et vous montrer un peu comment cet impact qui a été très fort et vous donner un peu des indicateurs de vente mois par mois et en prenant des chiffres réels qui sont des chiffres de notre groupe, vous voyez que le plus haut qu'on voit en juin 2018, on a atteint le plus bas pendant la période du lockdown où on était à 9 par rapport au plus haut qui était à 100. Donc, très fort impact que nous avons connu depuis ces derniers mois et qui est et là, on a une reprise puisqu'on a eu la réouverture qui s'est produite depuis la fin du mois d'avril, mais le démarrage reste très faible pour cette période de démarrage. Très faible et nous pensons que nous ne récupérerons que nous récupérons les niveaux d'avant qu'au dernier trimestre 2021, au moment de l'expo de Dubaï de 2021, qui elle-même a été retardée. Et puis, si je reprends un peu les catégories sur lesquelles nous travaillons, celle qui a été la plus affectée, c'est surtout le prêt-à-porter, puisque les gens étaient confinés chez eux. Les accessoires ont été probablement moins affectés,
moins impacté, mais quand même assez impacté, puisque c'était un achat qui restait plus facile. La beauté, on a vu une une très grande modification, puisque le soin, comme je le disais tout à l'heure, a doublé de volume. Donc, on a passé à plus de 20% du chiffre, alors que le maquillage et les parfums ont beaucoup diminué. Euh, mais c'est normal, puisque les gens restent beaucoup chez eux. Et puis, la joaillerie s'en sort un peu mieux que l'horlogerie en tant que catégorie. Et je pense que c'est des effets qu'on a vus un peu partout dans le monde, mais le Moyen-Orient, c'est pas très différent. Probablement sur les accessoires, on se porte euh, un, un peu mieux. Et puis là c'était ce que je vous disais, c'est-à-dire c'est le chiffre que Ben a présenté à Altagamma en Italie, où il retrouve le même niveau de 2019 qu'en 2022 ou en 2023, sachant encore une fois qu'on est incapable aujourd'hui de mesurer tous les effets et combien de temps ça durera, et si nous aurons une seconde vague, si nous aurons un temps plus long ou pas. Je pense que c'est des évaluations qu'on devra refaire. Le Moyen-Orient est très en ligne avec ça, et on avait déjà partagé avec Ben là-dessus. Alors, deux autres très rapidement, encore une fois. Un, c'est pour parler un peu du consommateur du Moyen-Orient. Donc, avant le Covid et l'effet Covid, et puis je m'arrêterai là. Donc, sur le consommateur du Moyen-Orient, je dirais, on avait trouvé trois stéréotypes qu'on qui ont beaucoup évolué avec le temps, puisqu'on a un consommateur qui est devenu de plus en plus connecté, voyageant de par le monde, de plus en plus instruit, etc. Mais on retrouvait un peu ces trois types de consommateurs, ceux qui sont très spontanés, enthousiastes, etc. Ceux qui, par contre, demandent à être reconnus, qui était beaucoup plus fort dans le temps. On a passé plus à la catégorie 1 ou à la catégorie 3. Et puis, dernière chose, c'est l'importance de la famille et des amis que nous retrouvons tout autour et qu'on a pu qui s'est beaucoup développé également. C'est comment on est perçu par ses amis et ses familles et combien leur opinion peut compter autour de nous. Si on prend qu'est-ce qui est un peu euh, en pleine évolution, comme partout dans le monde, c'est les millennials, comme surtout dans les marchés. Et au Moyen-Orient, on a cette spécificité que 50% de la population, surtout de la population locale, a moins de 30 ans, ou 45%. Donc, c'est des grands drivers des achats, et souvent, ils ont des moyens financiers beaucoup plus importants que d'autres jeunes ailleurs dans le monde. C'est tout ce qui est digital. On avait déjà une évolution de 30-40% d'année en année avant le Covid, et dans le digital, c'est bien entendu tout ce qui est mobile. Et puis c'est surtout toute l'ouverture qui s'est produite maintenant il y a plus de 2 ans en Arabie Saoudite, avec la libération, la plus grande libération pour la femme et la femme au travail, et qui a fait que les femmes avaient leur propre revenu, affirmaient de plus en plus leur personnalité, et ça se traduisait par une plus grande émancipation et achat là-dedans. Après, si je continue sur le consommateur du Moyen-Orient, je dirais ce qu'on retrouve très clairement, c'est très attaché à la tradition et à l'héritage, qui est certainement dans le DNA et dans l'expression des gens, mais en même temps, voulant avoir ces points de différenciation et être à l'avant-garde de la mode. Donc, on a un peu ce dilemme, et ce dilemme qui continue, mais je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Après, on retrouve que le client, le consommateur au Moyen-Orient est devenu de plus en plus sûr de ce qu'il veut. C'est la prochaine slide, Léa. C'est devenu beaucoup plus sûr et a son propre opinion, alors que pendant longtemps, il était très influencé par ce qui se faisait ailleurs dans le monde, ou par des influenceurs ou d'autres gens. Là, il y a de plus en plus cette expression de la propre personnalité. Et puis, l'autre chose, c'est qu'on a ressenti avant, les gens voulaient acheter, avaient cette envie d'acheter juste pour accumuler. Et là, c'est devenu de plus en plus des collectionneurs et des connaisseurs par rapport aux achats.
Et puis, dernier trait que j'insisterai, c'est digital, digital, digital. Et ça va avec la jeunesse du consommateur, avec la capacité de s'évader et de regarder. Notre groupe s'est associé à Farfetch il y a quelques années et la croissance qu'on a d'année en année est phénoménale. Nous sommes devenus le troisième marché mondial après les États-Unis et la Chine en peu de temps. Et mon dernier slide, et puis je suis ouvert à toute question que vous pourriez avoir, c'est un peu qu'est-ce qui a changé dans le consommateur et on est en train de l'évaluer et ça change tous les jours depuis l'apparition de ce virus et comment on estime qu'il est en train de se développer et de bouger. Donc avant tout, je dirais qu'on a senti certainement une beaucoup plus grande digitalisation, c'est-à-dire, et je le disais, notre groupe a multiplié ses ventes par 6 et c'est vraiment là pour tout à fait rester. Après, les gens sont très intéressés par leur santé et c'est normal. Donc, plus short-termiste aujourd'hui, mais en même temps beaucoup plus attachés à ce qui euh, euh, ce que j'appellerais le revenge spending, c'est-à-dire certains d'entre eux veulent se défouler après 2-3 mois de confinement et c'est pas toutes les couches de la population, mais qui vont aller et vont avoir cette volonté d'acheter, comme on a pu le voir en Chine ou ailleurs, mais c'est quand même on ne l'a pas beaucoup vu jusqu'à présent au Moyen-Orient, mais on a vu quelques personnes avoir un peu cette attitude. Après, il y a tout ce qui est les phénomènes sociaux. Donc, les gens veulent aujourd'hui beaucoup plus penser avec des choses qui ont une signification pour un but, pour un objectif. Aujourd'hui, ils veulent penser beaucoup plus à eux et à ce qui leur fait plaisir plutôt que de penser par rapport aux autres et comment ils sont perçus, à leur famille, à ce qu'ils aiment. Cette volonté, même si on n'est pas connecté par une rencontre de personne à personne, d'être très connecté avec les uns avec les autres et également avec nos vendeurs et donc une connexion qui est beaucoup, beaucoup plus grande. Des catégories de produits qu'on retrouve qui ont j'ai parlé des soins, des produits de soins par rapport aux produits de beauté. On pourrait dire la même chose sur le leisurewear, sur le homeware par rapport à des produits plus de mode ou du prêt-à-porter. Donc je dirais certainement, et puis toujours à la recherche d'expérience, toujours à la recherche de différenciation et de savoir ce qui donne. Moins d'intérêt par rapport à la nouveauté, mais plus par rapport au prix que par rapport. Et puis un regain de ce qui est important, de ce qui est un peu national, de ce qui est que ce soit pour la façon de s'habiller, de se maquiller, etc. C'est-à-dire retourner vers ces valeurs traditionnelles dont je parlais tout à l'heure. Voilà, un petit exposé le plus rapide possible que j'ai pu faire, Delphine. Et je suis ouvert à toute question si je peux amener un autre éclairage. Absolument, absolument passionnant, Patrick. Et d'abord, un très, très grand merci parce que vous avez réussi en quelques minutes à brosser un tableau super clair. Absolument clair. Ouais. Alors, moi, j'ai mon voisin qui trépigne là. Il a plein de questions. Donc, on va commencer par les siennes et après, on partagera celles des gens qui nous les ont envoyées directement. Je vais commencer par une question. On a beaucoup parlé du comparaison avec la Chine. En Chine, un des gros éléments de relancement du business, c'est le fait que les Chinois ne peuvent plus voyager et donc ils achètent localement. On a vu dans votre étude qu'il y avait à peu près 35% des populations qui aimaient acheter à l'étranger et qui ont la réputation, alors dans nos capitales européennes, d'être d'incroyables acheteurs de produits extraordinaires. Est-ce que ces achats-là vont se relocaliser dans vos pays du Golfe et créer un petit rebond du business? C'est très bien vu, effectivement. On estime, rien que pour l'Arabie saoudite et dans les produits de luxe, que 2/3 de leurs achats, 2/3 se passent en dehors de l'Arabie saoudite. Alors, certains à Dubaï, mais beaucoup en France, à Paris, à Londres, ou à Milan, ou à Singapour, ailleurs. Donc, il est vrai qu'en voyageant moins,
ça va rapatrier beaucoup de ces ventes, mais ce n'est pas nécessairement au même endroit. Puisque à Dubaï, on a vu, on dépend beaucoup des touristes, y compris des touristes saoudiens qui viennent et des touristes du monde entier, y compris les Chinois ou les Russes. Et donc, la population locale, même si elle augmentera ses achats, ne remplacera pas du tout ça. En Arabie Saoudite, ils avaient moins de touristes. Il y a les touristes religieux et c'était surtout une population locale. Donc, on pense qu'en Arabie, on va voir une très, très forte augmentation, un peu peut-être comme le mainland en Chine et Hong Oui. Kong de la Chine pour donner une similarité. Donc, c'est très, très vrai et c'est ce qui nous rend peut-être plus optimistes sur certaines villes ou pays que par rapport à d'autres. Mais en même temps, il faut que nous, en tant que détaillants, nous nous adaptions par rapport à ça et en tant que marque, nous nous adaptions par rapport à ça parce que l'expérience qu'on retrouve, par exemple, en Arabie Saoudite n'est pas du tout aussi satisfaisante que celle de Dubaï, qui est peut-être meilleure que celle de certains pays, mais qui peut encore s'améliorer. Ah, moi, j'ai une deuxième question, Patrick, parce que le digital et la digitalisation, c'est un défi incroyable pour les distributeurs aujourd'hui. Vous avez choisi de vous adosser à Farfetch, de faire un partenariat avec eux. Est-ce que vous pouvez nous raconter rapidement comment ça s'est construit, pourquoi vous les avez choisis, ce qui vous ont apporté? Plusieurs points. Je dirais que, nous, en tant que groupe, on s'est intéressé tard au digital et au e-commerce, surtout parce qu'on était trop pris par la croissance de nos magasins de détail. Donc, on a démarré probablement fin 2014-2015. Le deuxième, nous avions à faire des choix et le choix de faire une plateforme multimarque, on a estimé, à tort ou à raison, que ce deviendra une bataille plutôt mondiale et que par rapport au Amazon dans d'autres catégories, au Net-à-Porter ou à Farfetch dans notre catégorie, il y aurait peu de chances pour des acteurs locaux ou régionaux. Donc, on a surtout essayé de faire localement des sites pour les propres marques. Comme ça, on peut offrir cette expérience hybride à nos clients. Ils vont offline, online sur la même marque et sur la même franchise. Et donc, on s'est dit peut-être la meilleure façon d'aborder les plateformes, c'est de nous associer avec une d'entre elles. Donc, on a essayé de voir un qui était libre, puisque d'autres avaient déjà des associations, mais la plupart n'en avaient pas. Et deux, celle que nous estimions que nous pouvions le plus aider à se développer, mais celle aussi qui ressentaient qu'on pouvait leur donner de la valeur. Donc, on a étudié avec plusieurs des sites multimarques de mode mondiaux et on est extrêmement heureux et satisfait de l'association avec Farfetch. Nous avons passé de la 8e position à la 3e dans leur hit parade et ça s'est développé vraiment en deux sens et c'est un vrai partenariat où chacun amène de la valeur. La valeur que nous amenons, nous, c'est de promouvoir la marque Farfetch, même si c'est une équipe de la venture qui est unique, c'est de pouvoir aider à ce qu'il y ait tout ce qui est planification des achats, etc. C'est un peu aussi nous occuper de toute cette clientèle, qu'on appelle clientèle VIP ou la clientèle qui achète le plus souvent et dont on peut augmenter les achats. Ce à quoi ils nous donnent accès, eux, c'est qu'on a eu le choix. On a un choix extraordinaire avec les milliers de boutiques dans le monde, c'est qu'il y ait une géolocalisation qui soit assez rapide et des prix qui restent dynamiques et assez compétitifs. Et donc, honnêtement, très, très beau mariage et de très, très beaux résultats. Rien que pendant la période du Covid, nous avons continué à progresser probablement de 100% d'année en année. Alors là, j'ai une avalanche de questions, hein, donc je ne sais pas si on va pouvoir toutes y répondre. Si je prends ne serait-ce que la dernière, l'Iran aujourd'hui, est-ce que l'Iran est un potentiel de croissance pour le luxe dans votre région et en particulier pour la beauté? Énorme, Delphine. Je dirais que notre groupe est rentré 3 fois en Iran et 3 fois on a dû nous retirer. Dans les années 60, j'étais encore en culotte courte, comme on dit. Dans les années 60, c'était notre plus gros marché. C'était le marché qui était de loin le plus gros et le plus gros marché dans d'autres marchés n'était pas développé. On a repris des activités dans les années 80 et puis on a repris dans les années 2015-2014 quand il y a eu le traité qui a été signé et 3 fois on est sorti.
le client iranien, le consommateur iranien, outre que maintenant son pouvoir d'achat a beaucoup diminué, et que c'est un client qui est très connaisseur, qui est très éduqué. On a tout à fait une image de l'Iran avec probablement une classe politique ou avec un peu ce rapprochement avec la religion ou ce que c'est, mais ce n'est pas le reflet de la richesse du D'accord. consommateur iranien qui est très développé. Euh, et ce sont des clients qui apprécient énormément le luxe, et le jour où il y aura moins de restrictions économiques et un développement économique en Iran, ça peut redevenir un des deux plus gros marchés avec l'Arabie saoudite de la zone. D'accord. Une question qui de C'est toute façon… banni de notre vocabulaire maintenant, personne n'ose en parler, et moi non plus. Une autre question, alors qui est toujours par rapport à l'émergence du digital, finalement, ce que peut offrir le physique, c'est aussi l'expérience. Hein, voilà. Comment vous faites, vous, pour traiter cette question assez vaste de l'expérience client? Qu'est-ce que les espaces physiques doivent offrir de plus ou de différent pour qu'ils continuent à donner une bonne raison aux gens de sortir de leur canapé? Sachant que vous êtes quand même très très fort sur ces sujets-là, je me Sachant que vous permets de le êtes parmi rappeler. les plus forts, ben justement, c'est d'autant. Pour moi, déjà, l'expérience, elle est aussi bien online qu'offline. On n'est pas des sites qui vendent juste des produits à un certain prix. Et de plus en plus, ça va se développer online. Deuxièmement, je dirais que sans expérience, on disparaîtra. C'est-à-dire Oui. aujourd'hui, si on veut que le convenience, ce sera vraiment remplacé par des produits et par des… pardon. Et quand on parle d'expérience, on parle de beaucoup de choses. On parle de la navigation du client. Mais encore une fois, navigation online et offline, d'une cohérence dans cette navigation du client quand il va. On parle de tous les points où le client va toucher le produit virtuellement ou physiquement, et comment il va pouvoir avoir cette perception qu'on va le faire. On parle de notre visual merchandising ou du contenu que nous allons développer. On parle d'événements que nous pouvons faire, d'événements qui peuvent être liés à la marque, au produit, mais pas que ça. On peut être lié à de la calligraphie, on peut être lié à présenter d'une façon plus artistique, elle peut être lié à faire un atelier et à présenter un atelier qui présente le travail. Tout ce qui va pouvoir étonner notre client, tout ce qui va pouvoir, comme vous le dites si bien, lui donner une raison de venir vers la marque, vers le produit, vers le détaillant, physiquement ou bien digitalement, il faut qu'on lui donne des raisons supplémentaires. Et si ces raisons ne sont que le prix, parce qu'on a le meilleur prix, on disparaîtra, parce qu'on n'aura jamais le meilleur prix. Il faut que notre prix reste très transparent et très compétitif, mais il ne s'agit pas de faire cet attrait par le prix, parce que ce serait vraiment le nivellement par le bas. Après, pour nous, il y a autre chose que l'expérience. Il y a ce qu'on appelle la touche humaine, le human touch. Et je dirais qu'aujourd'hui, ce qu'on a appris avec le Covid, qui est très intéressant, c'est que cette touche humaine que nos vendeurs faisaient si bien, et on a essayé de beaucoup les former pour le faire quand nos clients venaient au magasin et les attirer dans les magasins, on peut la faire en ligne. Aujourd'hui, pendant la période de confinement où on ne vendait même pas, nos vendeurs sont restés en contact avec nos clients tout au long. Ils sont restés pour leur monter de l'amour et demander de leurs nouvelles, mais sont restés avec leurs clients. Et on fait leurs propres vidéos s'il fallait les faire, et les ont pu les expliquer. Et cette touche humaine, même au travers d'écrans digitaux ou physiquement, est tellement importante et sera de plus en plus importante. On l'a ressenti avec ce virus qui nous a affectés. Et alors, on avait la chance avec Jean d'être quelques jours à Dubaï au mois de décembre à peu près. Et on avait été frappés, alors je serais incapable de vous dire exactement où c'était, mais je me souviens dans la voiture, là, on voyait effectivement des malls en cours de construction. Voilà. Et on se disait, et vos chiffres le disent très très clairement, il y a déjà un nombre de mètres carrés par habitant qui est quand même colossal à Dubaï, enfin en tout cas qui a l'air d'être très généreux. Qu'est-ce qui va se passer avec… Enfin, c'est une question tout à fait naïve, mais qu'est-ce qui va se passer avec ces mètres carrés là qui sont au milieu déjà, on se posait la question qu'est-ce qui allait se passer avant l'effet Covid. Parce que, et puis, donc, en réponse à ce qui allait se passer, mais aujourd'hui, tout ça est remis en question. Il va y avoir des victimes. Il y a des malls qui vont devoir fermer. Il va y avoir des malls qui seront plus par rapport aux communautés et ajustés. D'accord.
communauté. On va avoir des malls qui seront par catégorie de produits. Donc, un mall pour l'électronique, par exemple, un mall D'accord. pour les meubles et la décoration, comme on en retrouve de New York. Et il y aura quelques méga malls qui vont pouvoir dominer le marché. Mais ce qu'on parlait d'expérience, c'est la Oui. même question que les malls vont devoir faire. Quelle expérience? Et c'est un peu la discussion que nous avions avec les développeurs en disant, à part parler du loyer qui est trop cher au très bon marché, montrez-nous quelle est cette navigation que le client va faire au travers du mall. Et parfois, on leur disait, vous devriez offrir gratuitement l'espace à certains clients qui vont ramener de l'étonnement par rapport aux clients qui nous intéressent et ne pas vous concentrer que sur quelques marques qui sont connues dans le monde et qui ne vont amener aucune différenciation. Maintenant, après ce virus, et nous allons avoir probablement 12-18 mois avant de retrouver cette normalité dont on parlait, et puis la normalité sera différente, il y a quand même une plus grande remise en question. Mais également des bureaux, également Oui, d'autres oui, oui, espaces. oui. Et, mais un peu comme dans toute autre chose, on risque d'avoir une accélération des phénomènes. C'est-à-dire, fondamentalement, il y avait un oversupply et il y allait l'avoir. Aujourd'hui, on le ressent encore plus et probablement ça va précipiter à aller plus vite, plus fort, ce qui déjà se profilait. Mais je n'en sais rien, je ne suis pas divin. Oui, non, mais bien sûr, de toute façon, mais c'est quand même intéressant pour nous de confronter les idées, parce qu'en général, c'est ça qui nous permet voilà, de définir le paysage de façon un peu moins floue. Et c'est pas mal et c'est assez important en ce moment. Je sais que vous êtes un professionnel de la mode en particulier, si on regarde toutes les catégories de produits. Et là, en fait, on a deux questions. Ce ne sont pas que les nôtres, ce sont des questions que se posent les marques avec lesquelles on échange. La première, c'est, encore une fois, personne n'a de boule de cristal, mais on sent qu'en période de crainte, beaucoup des clients vont se reconcentrer sur des valeurs sûres. C'est-à-dire à la fois des marques qui en elles-mêmes sont des valeurs sûres et au sein de la marque, les produits qui sont en plus les icônes ou des, j'allais dire presque des intemporels. Alors, ça pose des milliards de questions, mais au moins deux. La première, c'est quand on est aujourd'hui une petite marque, pas encore très connue, pleine d'espoir, mais voilà, est-ce qu'on a raison de s'inquiéter pour l'avenir des petites marques qui sont aussi toute la richesse de la mode, au-delà des gros faiseurs? Et puis ma deuxième question, vous allez voir qui va avec, c'est qu'on est, j'allais dire, on n'est pas inquiet pour les gros puissants, voilà, mais tout ce qui est fashion accessible, le luxe accessible, vous voyez, toutes ces marques un peu moins chères, etc. Est-ce que vous pensez qu'elles vont souffrir ou au contraire pas du tout parce que finalement elles seront moins chères que les autres et donc il y aura bien des gens qui se rabattront? Voilà, donc Alors, les petits pour jeunes répondre, et ce n'est les... que mon point de vue et un Oui, peu celui de mes équipes avec qui on converse pas mal autour de ça. Par rapport aux marques plus petites ou à des marques niches, le marché était en un extrême développement. C'est-à-dire, on avait atteint avant le Covid une période, et je parlais un peu de ce consommateur qui est plus sûr de lui, qui a oui, envie tout à d'expérimenter fait. de différences, etc. Donc, il y a eu une opportunité extraordinaire par rapport à ces marques qui sont plus petites et qui sont niches et qui sont différentes, parce qu'il y avait un vrai appétit du consommateur. Il est vrai que ce qu'on retrouve aujourd'hui et qu'on va retrouver pendant un certain temps, c'est, vous appelez ça valeur sûre, moi j'appelle ça confiance, c'est-à-dire Oui, le trust. Combien de confiance on a? Oui, mais c'est important la vous avez tout à fait différence. raison. Parce qu'on peut avoir confiance dans son détaillant, on peut avoir confiance dans un site, dans un site e-site, on peut avoir confiance dans certaines personnes qui nous recommandent. Donc, je dirais que plus que jamais, on doit jouer sur ce facteur confiance et si elles doivent se développer, ce sera pour le moment que grâce, si elles ont les bons prescripteurs, les bons réseaux. Maintenant, dans le côté positif, c'est qu'avec le développement du digital, c'est beaucoup moins coûteux de pouvoir se développer et de donner accès et moi beaucoup et même pour les différents prescripteurs ou distributeurs, etc., ils n'ont pas besoin de stocker tous les produits. Donc, le côté digital peut aider, mais c'est sûr que ce sera moins facile que des marques que vous considérez valeurs sûres et qui ont déjà établi ce côté confiance.
mais ce n'est pas terminé. Et puis, il y aura un après-Covid, hein, même si c'est dans Oui, 18 mois, après le Covid, il faudra vraiment tenir le coup. Sur la seconde partie de la question, je pense que ça va être plus compliqué pour la mode accessible, surtout parce que ce que nous avons insisté, c'est surtout une classe moyenne qui se développait et qui avait accès au luxe par les marques accessibles. On a aussi connu, je dirais, des personnes qui veulent dépenser moins et qui vont aller vers de l'accessible, mais souvent ça a été cette classe moyenne. Et malheureusement, dans des périodes comme ça, comme celle où il y a une crise, une récession, une contraction, la classe moyenne souvent est celle qui souffre. La classe la plus démunie souffre certainement plus, mais quand même qui souffre beaucoup et donc et qui va se restreindre encore plus. Donc, effectivement, je pense que sur la mode accessible, personnellement, je pense qu'on aura une contraction plus forte que sur le plus haut de gamme. D'accord. J'ai une dernière question peut-être, si vous avez encore juste quelques minutes pour nous. On va prendre la dernière qui vient de sortir, que je vous lis. Comment évolue la catégorie de beauté dans vos concept stores avec l'impact du Covid? Est-ce que vous avez un transfert sur le online enfin, partiellement, j'imagine, mais… Donc, pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est les partenaires de Sephora au Moyen-Orient. On a une propre chaîne de parfumerie qui s'appelle Faces, qui est la seconde chaîne après Sephora. Et nous avons également quelques department stores avec le monde de la beauté. Et je dirais que globalement, il y a un énorme transfert sur le online, énorme transfert. Le online, comme je l'avais montré tout à l'heure, globalement dans le marché représentait 12% avant le Covid. Après le Covid, je disais que notre groupe a passé à 20%. Je dirais sur la catégorie beauté, et si je prends tous sites confondus, on est au-delà de 25%. Et pour moi, c'est là pour rester. Donc cette accélération, on arrive à des chiffres auxquels on prévoyait d'arriver en 2025. Et même si à un moment donné, il y aura plus ce genre de croissance, je pense que on partira de ça. Et surtout, comme je le disais, une de nos promotrices de beauté qui attendaient le client ou qui les appelaient pour qu'ils viennent les voir, aujourd'hui sont en contact avec leurs clients. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus hybride. Elles sont même rémunérées sur ce que nous allons vendre en ligne. Donc, elles deviennent elles-mêmes des ambassadrices, même des ambassadrices digitales. Donc, oui, très grand transfert qui est là pour rester. Et à nous de savoir comment on va pouvoir montrer notre gamme de couleurs. Ceci dit, même quand on va au magasin, aujourd'hui, on ne peut pas toucher les couleurs avec le Covid, donc il n'y a même pas d'avantage ou les différents. Mais je dirais l'être humain est ingénieux. Hein. Il y a des vidéos qui sont faites par les gens eux-mêmes, enfin par nos vendeurs ou vendeuses qui sont tout à fait là. Puis dans la catégorie elle-même, comme je le disais, on sent un peu, et je dirais finalement que le client du Moyen-Orient commence à être plus sensible à l'importance des produits de soins. Et donc pouvoir de plus en plus s'intéresser à sa peau, à son bien-être, et non seulement au savoir. Donc je dirais ce développement du soin va continuer et rester par rapport à le faire. Et globalement, la catégorie beauté a été moins impactée que la catégorie mode. Globalement, si je prends ou même que la catégorie horlogerie que vous évoquiez dans vos slides comme ayant… C'est un achat qui est plus facile et puis sur des catégories dont le roulement est plus fort. Écoutez, Patrick, on a encore pas mal de questions, mais je pense que vous n'avez pas tout à fait toute l'après-midi à passer avec nous, malheureusement. Merci à vous, Delphine. Merci à vous tous de m'avoir… C'était passionnant. C'était passionnant, c'est passé comme l'éclair. Et moi, tout ce que je souhaite, c'est que la prochaine fois qu'on vous verra, ce sera en vrai. Voilà. Ce sera avec plaisir. Hein. On a hâte de revenir à Dubaï, en tout cas. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Patrick. Merci à vous.